Je suis arrivé au brunch des fêtes de ma famille avec mes enfants. Mon père a ricané, ta présence complique toujours tout. Tu devrais partir. Ma sœur a ri. Mes enfants ont demandé, pourquoi papy ne voulait pas de nous? J'ai simplement répondu, rentrons à la maison. Et nous sommes repartis. 1 heure plus tard, ma mère a appelé, pourquoi la carte bancaire est-elle bloquée? On ne peut même pas payer l'addition du brunch. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Et ils ont fini par me mettre assez en colère pour que je fasse quelque chose. Vraiment faire quelque chose. Et quand le déclic s'est produit, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'était pas seulement le brunch. Ce n'était pas juste une remarque. C'était des années, empilées les unes sur les autres, comme un glissement de terrain qui se forme lentement. Et ce matin-là, tout s'est finalement effondré. J'avais l'habitude de penser que je devais maintenir la paix, parce que j'étais la personne brisée, la mère célibataire, celle dont le mari avait échangé notre famille contre une nouvelle, toute neuve, de l'autre côté de la ville. Je pensais qu'être silencieuse signifiait être forte, que si j'avalais l'amertume assez longtemps, il finirait par me respecter à nouveau. J'avais tort. Le brunch des fêtes était censé être quelque chose de gentil, quelque chose pour les enfants. Je leur avais dit que nous allions voir mamie et papy, leur tante, tout le monde. Ils avaient même aidé à choisir des cadeaux, des petites choses faites à la main, des dessins, un cadre à 1 euro avec une photo de nous tous datant de 2 ans. Ma fille voulait l'offrir à ma mère. Quand nous sommes entrés, toute la table s'est tue. Mon père n'a même pas essayé de cacher son ricanement. Ta présence complique toujours tout. Tu devrais partir. Cathy a ri comme si c'était une sorte de blague d'initié un peu sombre. Amanda a levé les yeux au ciel, comme si elle était déjà agacée. Je n'étais pas encore parti en claquant la porte, et mes enfants, eux, se sont figés, tenant toujours leurs petits cadeaux comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Puis est venue la question, pourquoi papy ne voulait pas de nous? Ça m'a anéanti plus que tout ce que mes parents avaient jamais dit. Et ils en avaient dit, des choses. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils se fichaient de mes enfants. Pas vraiment. Ils ne s'en étaient jamais souciés. Je ne leur ai pas dit un mot. J'ai regardé mes enfants et j'ai dit, rentrons à la maison. Pas de larmes, pas de supplications, pas de scène. Juste le silence. Nous sommes remontés dans la voiture, et pendant qu'ils jouaient avec leurs jouets dans le salon, je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai ouvert l'application bancaire. La carte familiale, celle que mes parents utilisaient comme une tirelire commune, sans jamais demander d'où venait l'argent, était toujours active, et continuait de puiser dans mon compte. Alors, je l'ai bloquée. Un clic. J'ai attendu. Environ 1 heure plus tard, le premier appel est venu de ma mère, puis de Cathy. Ensuite, Amanda a envoyé un texto à moitié paniqué dans la conversation de groupe de la famille. Pourquoi la carte ne fonctionne pas? On ne peut pas payer le brunch. Tu es à la maison? Tu peux vérifier? Puis un autre est arrivé. Tu as touché à la banque? Il y a eu une fraude? Non. C'était juste moi. Personne n'a demandé si les enfants allaient bien. Personne n'a demandé pourquoi nous étions partis. Pas même ma mère, qui prétendait toujours les aimer tant. La seule chose qui semblait compter, c'était l'addition. C'est là que j'ai su que je soutenais tout un château de cartes. Et maintenant, j'étais prête à faire tomber le reste. Le matin après le brunch, je me suis réveillée en me sentant plus légère. Pas heureuse, pas encore, mais lucide. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas semblant. Je n'étais plus la pacificatrice, celle qui s'excuse, le portefeuille invisible dans lequel il puisait chaque fois que quelqu'un d'autre dans la famille faisait des bêtises. J'en avais juste fini. J'ai fait des crêpes pour les enfants. Ils étaient silencieux, ne sachant toujours pas s'ils avaient fait quelque chose de mal. Je leur ai dit que nous aurions notre propre brunch le week-end prochain, juste nous 3. Peut-être que nous irions au zoo après. Ma fille a hoché la tête. Mon fils n'a rien dit, il m'a juste serré dans ses bras sans rien demander. Puis le téléphone a sonné. Cathy. Pas d'excuses, pas d'explications, pas un mot sur ce qui s'était passé au brunch. Salut, alors le loyer est dû aujourd'hui, et maman a dit que tu pourrais peut-être l'envoyer, puisque leur carte est bloquée pour une raison quelconque. C'est tout. Comme si elle commandait à emporter. Je n'ai même pas discuté. J'ai simplement mis fin à l'appel. Plus rien à dire.
Cathy vit dans cet appartement en centre-ville depuis 2 ans. C'est trop cher, et elle a été en retard sur son loyer plus de fois que je ne peux compter. Chaque fois, elle courait voir maman, qui m'envoyait ensuite discrètement un texto pour un petit coup de main. J'ai dit oui à chaque fois. Je me justifiais, je me disais que Cathy était plus jeune, qu'elle cherchait sa voie, et que je ne faisais que la soutenir. Mais en réalité, j'étais stupide. Je donnais, parce que je pensais que si je continuais à donner, il finirait par me respecter, et peut-être même par aimer mes enfants comme ils le méritaient. Que si je comblais chaque vide, il me verrait comme autre chose que la honte de la famille, la mère célibataire, celle qui s'était fait quitter. Ce fantasme est mort hier. 2 heures plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, sa voix était douce, concernait le ton qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me manipuler. Elle a demandé si tout allait bien, si j'avais accidentellement bloqué la carte. Elle a dit que Cathy était dans une situation difficile, et que cela signifierait beaucoup si je pouvais couvrir son loyer juste cette fois-ci. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné ce que papa m'avait dit, ou le fait que les enfants l'avaient entendu. Elle a marqué une pause, puis a changé de sujet. Elle s'en fichait, pas vraiment. Je lui ai dit que je n'en verrais rien. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. Je suis resté assise après l'appel, ne pleurant pas, n'étant plus en colère, juste abasourdi par la nature transactionnelle de toute notre relation. Et puis Amanda m'a envoyé un texto. Elle a dit qu'elle ne prenait pas parti, mais que bloquer la carte avait rendu tout le brunch gênant. Et que j'aurais pu simplement leur parler au lieu de faire une scène. Elle a vraiment utilisé ces mots, comme si j'avais fait une crise de colère au lieu de partir tranquillement avec 2 enfants confus et humiliés. Elle, qui m'avait emprunté 1800 € au printemps dernier pour des réparations urgentes de voiture et qui avait juré de me rembourser après sa promotion. Elle, qui était partie en vacances un mois plus tard et n'avait plus jamais mentionné l'argent. J'avais laissé tomber. Je m'étais dit qu'elle avait un nouvel emploi, beaucoup de choses à gérer, qu'elle paierait quand elle le pourrait. Maintenant, je voyais ce silence différemment. Ils avaient tous supposé que j'allais simplement encaisser le manque de respect, encore et encore, parce que je l'avais toujours fait. Mais maintenant, je voulais récupérer cet argent. Je n'allais pas demander gentiment. J'allais le prendre. Et je savais exactement comment. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de fixer une limite. Celle qu'il n'avait jamais vue auparavant, parce que je n'avais jamais eu le courage de la tracer. Pas jusqu'à maintenant. Amanda ne m'avait pas adressé la parole depuis le brunch. Pas un appel, pas un texto à propos des enfants, rien. Puis 2 jours plus tard, sortie de nulle part, elle m'envoie une photo de ses nouvelles chaussures. J'ai pensé à toi, a-t-elle écrit. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde. Des chaussures de créateur, le genre qu'elle disait être trop snob, sauf si on les lui offrait. Elle s'était définitivement fait plaisir cette fois-ci. J'ai fait défiler notre conversation jusqu'à ce message d'il y a quelques mois, celui où elle promettait de me rendre les 1800 € qu'elle avait empruntés. Elle avait appelé en pleurant ce jour-là. Elle avait dit que sa voiture ne démarrait pas, et que le mécanicien avait dit que tout le système électrique devait être remplacé. Elle ne voulait pas le dire à maman ou papa, car ils étaient déjà stressés par les problèmes d'argent de Cathy. Elle a promis de me rembourser après sa promotion. Elle m'a même envoyé un emoji en forme de cœur. C'était en avril. J'ai laissé passer des mois, sans jamais en reparler, parce que nous étions une famille et je ne voulais pas être cette personne-là. Mais j'en avais déjà fini d'être cette personne. Alors, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai envoyé une demande formelle de 1800 €. Pas de message, pas d'explication, juste le montant et la date d'échéance, aujourd'hui. 5 minutes plus tard, elle m'a envoyé un message. Tu te moques de moi, là. Pas de désolé, j'ai oublié. Pas de on peut en parler? Juste de l'indignation que j'ai enfin fixé une limite. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. J'avais déjà d'autres projets. J'ai appelé l'agente de voyage avec qui je travaillais il y a des années, et je lui ai demandé s'il y avait des offres de dernière minute pour un complexe hôtelier à la plage. Rien d'énorme, juste un endroit chaud avec une piscine, et de l'espace pour que les enfants puissent respirer. Elle en a trouvé un, une suite confortable dans un chalet, dans un endroit familial avec un centre d'activité pour enfants, des excursions pour voir les dauphins, bref, la totale. Cela m'a coûté 1820 €. Et j'ai payé avec l'argent d'Amanda, à la minute même où elle l'a finalement envoyé.
Pas de merci, bien sûr, pas d'excuses, juste un virement froid, comme si elle réglait une dette commerciale. Peut-être que c'était le cas, parce que j'en avais fini de prétendre que nous étions plus que ça. Cette nuit-là, en faisant les valises de mes enfants, j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'étais pas senti aussi excité depuis des années. C'était nos premières vraies vacances. Pas de culpabilité, pas de textos familiaux gênants, pas de silence tendu, juste moi et les deux personnes qui ne m'avaient jamais fait sentir que je n'étais pas assez. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux, je n'ai rien dit à personne. Je voulais qu'ils le découvrent de la même manière que j'avais dû découvrir qu'ils ne me voyaient jamais vraiment comme l'une des leurs, lentement, douloureusement, sans avertissement. Qu'ils restent là à se demander pourquoi je ne répondais pas à leurs textos passifs-agressifs. Qu'ils devinent où nous étions pendant qu'ils se démenaient pour savoir qui allait payer le loyer de Cathy le mois prochain, ou pourquoi maman ne pouvait pas commander de courses avec la carte familiale. Je n'étais plus leur béquille. Je n'étais plus leur donatrice secrète. J'étais parti. Et chaque fois que je fermais une valise, je me répétais, ce n'est pas une vengeance. C'est une réparation. Le matin du voyage, je me suis réveillé avant les enfants et je suis resté assise sur le bord du lit, à regarder la valise. Je n'arrivais toujours pas à croire que je l'avais vraiment fait. J'avais réservé des vacances, coupé le cordon financier, repris ma tranquillité. Cela semblait surréaliste, comme si j'empruntais la vie de quelqu'un d'autre pour quelques jours. J'ai laissé mon téléphone en silencieux, fourré dans mon sac. Quel que soit le drame qu'il préparait à la maison, ça pouvait attendre. Nous avons atterri juste après midi. L'air chaud, les palmiers, le bruit des vagues au lieu de la tension. Les enfants ont couru directement à la plage, comme s'ils avaient attendu ça toute leur vie. J'ai pris une photo d'eux, debout dans les vagues, et j'ai souri. J'ai vraiment souri, pour la première fois depuis une éternité, me semblait-il. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, j'ai cédé et j'ai vérifié mon téléphone. Une douzaine d'appels manqués, principalement de maman et d'Amanda. Un message vocal de Cathy, pleurant à propos d'un avis d'expulsion. Je ne l'ai pas écouté. J'ai ouvert Instagram à la place. J'avais posté une photo, une seule, un coucher de soleil, sans visage, sans tag, juste une façon discrète de montrer que j'étais dans un meilleur endroit. Mais c'était suffisant. Amanda avait commenté en dessous. Waouh, ça doit être sympa d'utiliser l'argent de la famille pour des vacances personnelles. C'était inattendu. Premièrement, elle avait le culot de le poster publiquement. Deuxièmement, elle croyait toujours que l'argent que j'avais utilisé était le sien, comme si j'avais en quelque sorte volé dans le pot familial. Je n'avais même pas répondu quand elle m'avait envoyé l'argent. Elle savait que c'était pour la dette qu'elle me devait. Et maintenant, elle déformait la situation, comme si c'était moi qui profitais d'eux. Je n'ai pas répondu, mais je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, quelque chose que je n'avais pas prévu s'est produit. Mon grand-père a appelé. Il n'appelle jamais. Jamais. D'habitude, il se contente de se présenter pendant les fêtes, de s'asseoir tranquillement dans un coin et d'observer le chaos se dérouler. C'est le seul qui m'ait jamais parlé gentiment, sans arrière-pensée. Quand j'ai répondu, il a simplement dit, j'ai vu la photo. Je suis content que tu sois enfin parti. Je ne savais pas quoi dire. Il m'a dit qu'il venait en ville la semaine prochaine et qu'il voulait sortir les enfants. Pas de grand dîner de famille, juste lui, moi et eux. Il a dit qu'il avait quelque chose dont il voulait discuter en personne. Puis il a ajouté, ta mère ne va pas aimer ça, mais ça ne m'a jamais arrêté avant. C'est tout. Il a raccroché. Je suis resté là, à regarder le téléphone, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Mon grand-père ne faisait pas dans le drame. Il ne prenait pas parti. Mais quelque chose avait changé. Et s'il prenait position, cela signifiait que d'autres choses allaient suivre. J'ai regardé la plage et j'ai pensé, peut-être que ce voyage était plus qu'une simple pause. Peut-être que c'était le début des vraies retombées. Et pour une fois, je n'en avais pas peur. Nous sommes rentrés du voyage tard le dimanche soir, bronzés, couverts de sable et rayonnants. Les enfants se sont endormis sur la banquette arrière avant même que nous n'arrivions dans notre rue. Je ne les ai pas réveillés, je les ai juste portés un par un à l'intérieur, je les ai bordés, puis je suis resté un moment dans le couloir, à écouter leur respiration calme. C'était la première fois que je ne rentrais pas à la maison en redoutant ce qui m'attendait. J'ai allumé mon téléphone, et il s'est illuminé comme un feu d'artifice mourant.
23 messages, 8 appels manqués, 2 messages vocaux. Ma mère avait laissé un long message interminable qui commençait doucement et se terminait amèrement. Amanda avait envoyé une série de textos, alternant entre faire comme si de rien n'était et m'accuser de ruiner la dynamique de la famille. Cathy était passée de « s'il te plaît, appelle-moi » à « je n'ai pas besoin de ton aide de toute façon en moins d'1 heure ». Aucun d'entre eux n'a demandé comment allaient les enfants. Aucun d'entre eux n'a demandé si nous avions passé un bon moment. Tout ce qui les intéressait, c'était le changement, le vide soudain et silencieux là où se trouvait autrefois mon soutien. J'ai ignoré chaque message. Je n'ai même pas ouvert les messages vocaux. Le lendemain matin, on a sonné à la porte. J'ai vérifié la caméra et j'ai cligné des yeux. C'était mon grand-père. Il n'avait pas appelé. Il ne le faisait jamais. Il s'est juste présenté, comme il l'avait toujours fait quand il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne voulait pas en faire toute une histoire. Il est entré, a hoché la tête une fois, et s'est assis à la table sans dire grand-chose. Je nous ai fait du café. Les enfants dormaient encore, et pour une fois, la maison semblait être un endroit où il pouvait respirer, lui aussi. J'ai entendu parler du brunch, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il a dit à ce sujet. Pas de sermon, pas de conseil, juste une reconnaissance. Puis il m'a tendu un épais dossier en manille. J'ai fait quelques changements. Ne leur dis rien. L'avocat le fera. À l'intérieur, il y avait des pages que je n'ai même pas pu comprendre au début. Un fonds en fiducie, qui était auparavant divisé à parts égales entre ma mère, Amanda et Cathy, était maintenant à mon nom seul. 300 000 €. Il a dit qu'il avait observé pendant des années. La façon dont il me parlait, la façon dont il traitait mes enfants, la façon dont il s'attendait toujours à ce que je rattrape leurs erreurs, mais sans jamais dire merci. Je pensais qu'ils finiraient par grandir, a-t-il dit. Mais maintenant, je sais qu'ils ne le feront pas. Il s'est levé pour partir, et juste avant d'ouvrir la porte, il s'est tourné vers moi. Tu n'es pas la plus faible. Tu es juste la seule qu'il ne pouvait pas contrôler. 3 jours plus tard, ils l'ont découvert. Amanda a été la première à tenter une approche douce. Elle a envoyé un message pour me demander si je voulais déjeuner. Juste nous deux, sans drame. Je n'ai pas répondu. Cathy a laissé un mémo vocal, reniflant, parlant de son stress récent et du fait que sa grande sœur lui manquait pour parler. Je l'ai bloqué. Ma mère a envoyé une photo de mes enfants quand ils étaient petits. Puis a écrit « Laissons le passé derrière nous. J'aimerais beaucoup les emmener manger une glace. » Je n'ai pas répondu, car il ne s'agissait pas de réconciliation. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de la proximité de l'argent. Ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait. Ils regrettaient ce qu'ils risquaient de perdre. Et le temps qu'ils réalisent que la porte était fermée, ils étaient déjà dehors. Ce n'était pas une vengeance. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai rien annoncé. J'ai simplement continué à vivre. Et c'est la partie à laquelle ils ne s'attendaient jamais. Car lorsque quelqu'un cesse de chercher à être accepté, il n'y a plus rien à lui prendre. Ils pensaient qu'ils allaient m'avoir à l'usure. La semaine suivante, mon silence a dû commencer à leur paraître menaçant. C'est là que les rumeurs ont commencé. Amanda a dit à quelqu'un, peut-être la sœur de son petit ami, peut-être quelqu'un à son travail, que j'avais manipulé notre grand-père, que je l'avais sûrement convaincu de tout changer alors qu'il était dans un état fragile. Elle a même laissé entendre que j'aurais pu falsifier quelque chose. Je l'ai appris par un ami d'un ami. Il ne savait pas qu'Amanda parlait de moi jusqu'à ce qu'il fasse le lien. Quand ils me l'ont dit, j'ai simplement ri. Amanda avait toujours été une mauvaise menteuse, et encore pire pour cacher sa peur quand elle sentait le pouvoir lui échapper. Cathy a suivi un jour plus tard avec un long message sur le thème « La famille, c'est pour toujours des comment garder des rancunes ne guérit pas les blessures ». Elle a dit qu'elle était prête à parler si j'étais prête à revenir à la table des négociations. Revenir à la table, comme si c'était moi qui m'étais levé et était parti en furie sans raison, comme si c'était moi qui avais brisé quelque chose. Puis est venue la lettre, une vraie lettre de ma mère, pliée avec soin, postée à mon domicile, écrite d'une écriture appliquée, comme si elle demandait le pardon sur papier. Elle a écrit qu'elle était déçue de la tournure des événements, qu'elle espérait que je savais que rien de tout cela n'était personnel, et qu'elle aimerait avoir une réunion privée avec moi pour discuter de l'avenir de la famille. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien à discuter. Cette semaine-là, j'ai rencontré l'avocat que mon grand-père m'avait recommandé.
Nous avons finalisé les documents du fonds, ajusté quelques détails, et il m'a dit discrètement que mon grand-père m'avait également nommé seul mandataire médical pour toutes les décisions de soins futurs. C'était lourd. Pas comme une victoire, mais plutôt comme si quelqu'un me remettait enfin les clés d'une maison dont personne d'autre ne savait comment s'occuper. Avant de partir, l'avocat m'a demandé si je voulais laisser une déclaration pour la famille, pour le jour où le reste de la succession serait lu. J'y ai réfléchi et j'ai écrit quelque chose de simple, je n'ai pas quitté la famille. J'ai simplement cessé de me tenir là où je n'étais pas la bienvenue. Une semaine plus tard, mon grand-père m'a invité à dîner avec les enfants. Personne d'autre n'était là, juste nous. Après le dessert, il a tendu à chacun une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or qu'il avait collectionnées au fil des ans, des vraies. Il a dit que c'était sa façon de dire, commencez vos propres histoires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de celle que je pouvais enfin écrire selon mes propres termes. Ils continueront à parler, à inventer de nouvelles versions, à attendre que je revienne en rampant. Mais je ne suis jamais parti brisé. Je suis parti éveillé. Cela fait 3 semaines que je me suis éloigné d'eux. Vraiment éloigné. Pas seulement physiquement, mais de ce besoin désespéré et douloureux d'être accepté par des gens qui n'ont jamais eu l'intention d'offrir quoi que ce soit qui ressemble à de l'amour. J'ai repassé chaque partie de cette histoire dans ma tête. Non par regret, mais parce que cela ne semble toujours pas réel parfois. La rapidité avec laquelle ils se sont retournés. Le silence qui règne maintenant dans la maison. Le calme que j'ai trouvé. Je ne prévoyais pas d'écrire autre chose, mais j'ai lu les messages d'inconnus, des gens qui ont dit que je les avais aidés à se sentir moins seuls. Certains ont même dit qu'ils avaient trouvé le courage d'affronter leur propre famille, et c'est ce qui m'a poussé à m'asseoir pour faire ça, parce que je vous dois à tous un merci, et peut-être un dernier chapitre. Beaucoup de choses se sont passées en ces 3 semaines. L'avocat a tout finalisé le fond, les modifications de la succession. C'est fait. Ils ont tous été officiellement notifiés, Amanda, Cathy, ma mère. Je n'avais pas besoin d'être là pour tout ça. Je ne le voulais pas. Amanda m'a envoyé un long email le lendemain. Le ton était professionnel, comme une négociation juridique. Elle se disait déçue de la manière dont les choses avaient été gérées et demandait si je serais ouverte à une conversation en dehors des avocats. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un message disant qu'elle voulait juste des éclaircissements sur ce que papy lui avait promis, comme si tout cela lui avait jamais appartenu de droit. Cathy n'a pas pris contact, mais je sais par quelqu'un qui lui parle encore qu'elle a emménagé chez un ami après avoir manqué son loyer. Je suppose qu'elle pensait que maman le couvrirait encore. Et pour une fois, maman ne le pouvait pas. En parlant de ma mère, elle est venue chez moi, s'est garée devant pendant plus d'1 heure, assise là, à regarder le porche, espérant probablement que je sortirais pour jouer les pacificatrices une fois de plus. Elle n'a pas frappé. Je ne suis pas sorti. J'ai regardé de derrière le rideau jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a envoyé une lettre le lendemain, une vraie, postée à ma porte. Elle disait qu'elle était triste, que j'étais influencé et que je laissais de vieilles blessures s'infecter. Elle a écrit que la famille est plus grande que la douleur et m'a demandé de passer pour que nous puissions repartir à zéro. Il n'y avait pas d'excuse. Ni pour ce que mon père a dit devant mes enfants. Ni pour avoir ri avec Cathy. Ni pour avoir laissé Amanda prétendre que sa dette envers moi n'avait jamais existé. Juste des mots plus prudents, conçus pour se protéger. J'ai déchiqueté la lettre sans la relire. Mon grand-père a tenu parole. Nous avons dîné ensemble 2 fois par semaine. Il apprend à mon fils à sculpter de petits puzzles en bois, et ma fille l'appelle son haut-papy du voyage à la plage. Il ne parle pas du reste de la famille, et je ne pose pas de questions à leur sujet. C'est tacite, mais nous savons tous les deux ce qui a été perdu, et ce qui a finalement été protégé. Quant à moi, j'ai vécu une vraie vie, pas une survie. J'ai inscrit les enfants à des leçons de natation. J'ai peint notre salon d'un vert tendre qui donne l'impression de repartir à zéro. J'ai même prévu un autre voyage au printemps prochain, quelque part avec des montagnes cette fois. J'ai encore des moments calmes, tard dans la nuit, où je me demande si je devrais ressentir plus de culpabilité. Quand je me souviens que pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, je pensais que maintenir la paix signifiait me laisser déchirer un peu plus chaque année. Mais ensuite, je pense à la façon dont ma fille m'a regardé sur la plage, me tenant la main et souriant comme si le monde s'ouvrait à nouveau, et je sais que j'ai fait le bon choix. Alors, est-ce la fin de l'histoire? Peut-être.
Je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour. Si quelque chose se passe, peut-être que je reviendrai ici. Peut-être pas. Mais pour l'instant, c'est la dernière page. À tous ceux qui ont suivi ceci, qui ont pris le temps de s'y intéresser, de tendre la main, de partager, merci. Vous m'avez rappelé que s'éloigner, ce n'est pas abandonner. C'est finalement choisir. Choisir moi-même, choisir mes enfants, choisir la paix. Pendant des années, j'ai pensé que la force consistait à tout maintenir ensemble, même si cela m'écrasait. Mais maintenant, je vois que la vraie force, c'est de s'éloigner du feu qui ne fait que vous brûler. C'est dire non quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. C'est laisser le silence répondre pour vous. Ce n'est pas avoir besoin de prouver sa valeur à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de vous comprendre. Les messages d'inconnus ont été bouleversants. Des gens que je n'ai jamais rencontrés me disant « merci ». Je pensais être la seule. Des mères, des filles, même des pères écrivant qu'eux aussi avaient porté le poids de familles qui traitaient l'amour comme une monnaie d'échange, qui leur faisait croire que leur valeur dépendait de ce qu'ils pouvaient donner. Et maintenant, ils le déposaient, un par un, parce qu'ils avaient entendu mon histoire. Si rien d'autre, cela a rendu tout cela utile. Mes enfants, mes merveilleux enfants, n'entrent plus dans les réunions de famille en tenant de petits cadeaux, espérant être vus. Ils savent maintenant que leur amour n'est pas quelque chose à mériter. C'est quelque chose qui compte déjà. Mon fils me demande le soir, « Maman, est-ce qu'on retourne chez papy ?» Et je lui dis doucement, « Non, mon cœur, nous n'y retournons pas. Mais nous allons construire notre propre maison, pleine d'amour. » Ma fille tient toujours cette photo encadrée que nous avions faite, celle qu'elle voulait donner à ma mère, mais maintenant elle est sur sa commode, entourée de coquillages qu'elle a ramassés sur la plage. Elle a dit, « C'est notre famille maintenant. » Et elle a raison. Nous avons cessé de mesurer notre famille par ceux qui refusent de s'asseoir avec nous. Nous avons commencé à la mesurer par les rires dans la cuisine, les crêpes le dimanche matin, les longs câlins après les jours difficiles. C'est assez. C'est plus qu'assez. Quant aux autres, je ne les déteste pas. Je ne leur souhaite pas de mal. Je leur souhaite simplement d'être loin de moi, car la paix n'a pas de prix. Le fond, l'argent, l'héritage, tout cela semble secondaire par rapport à ce dont j'ai vraiment hérité, la liberté de choisir ma propre vie. Les mots de mon grand-père résonnent encore dans mon esprit, « Tu n'es pas la plus faible. Tu es juste la seule qu'il ne pouvait pas contrôler. » Et peut-être que finalement, je le crois. Parce que la faiblesse n'a jamais été mon histoire. La survie l'a été, la résilience l'a été, et maintenant, le renouveau l'est. Ce n'est pas la fin qu'il pensait que j'écrirais. Ce n'est pas la fin où je reviens en rampant, en m'excusant d'avoir fixé des limites, en suppliant d'être réintégré. C'est la fin où j'ai finalement cessé d'attendre une famille qui ne changerait jamais. C'est la fin où j'ai commencé à écrire quelque chose de nouveau. Les enfants et moi, nous nous promenons maintenant, juste dans notre quartier, mais cela ressemble à des voyages. Nous nous arrêtons au parc. Nous jouons sur les balançoires. Nous rions jusqu'à ce que le ciel devienne orange. Et parfois, en rentrant à la maison, je me surprends à penser, voilà ce que c'est que la sécurité. Pas de marcher sur des œufs, pas de dettes cachées, pas de ricanements qui attendent à la porte. Juste nous. Et peut-être qu'un jour, quand mes enfants seront plus grands, ils demanderont à nouveau pourquoi leur grand-père ne voulait pas d'eux. Mais d'ici là, ils connaîtront déjà la réponse. Parce que tous ceux qui partagent votre sang ne partagent pas votre amour. Et ce n'est pas grave. Nous pouvons construire l'amour malgré tout. Alors, nous voilà, au bord de quelque chose de nouveau. N'attendant pas la permission, ne mendiant pas l'approbation. Juste vivant. Juste libre. Ceci, enfin, est la véritable histoire. L'histoire de Bella et de ses enfants, qui ont appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner et de ne jamais regarder en arrière.